Bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être là encore cette année. On va être là pour un petit bout. J'ai séparé ma présentation en plusieurs sections pour qu'on puisse prendre des pauses puis échanger, poser des questions. Donc, je vais d'entrée de jeu tout de suite commencer. Donc, il va y avoir trois principaux volets à ma présentation. Donc, on va faire une mise à jour nationale et les cas qu'on a eus dans les derniers mois au Québec. Ensuite, je vais vous présenter les résultats de l'étude cas témoin qu'on a fait au Québec et en Ontario dans le dindon. Donc, il y en a peut-être certains qui ont déjà vu la présentation, donc c'est correct, ça sera un refresh. Puis finalement, j'ai eu l'opportunité l'été passé de visiter des fermes en Colombie-Britannique. Donc, je vais vous faire un petit peu le sommaire de ce qui a été observé. Je pense que ça peut être des leçons apprises là, pour tout le secteur. Puis la deuxième présentation que Dr Philippe devait présenter va être sur la vaccination, fait que c'est moi qui vais la couvrir aussi. Donc, on va commencer avec la courbe épidémiologique. J'aime toujours ça, faire un petit visuel de on en est où. Donc, les cas ont commencé en 2021, dans le commercial plutôt en 2022. Mais vous avez tous les foyers ou toutes les fermes, qu'elles soient commerciales, non commerciales, qui sont représentées sur cette courbe-là. Donc, on a les cas par semaine et les couleurs représentent les différentes provinces. Donc, vous pouvez avoir une petite appréciation là, de où on en est. Je pense que là, les courbes commencent à être assez claires. Le problème est principalement à l'automne. C'est vraiment là qu'on a les pics d'infection. C'est ce qui correspond à notre migration qui est la plus importante avec la nouvelle progéniture là, qui se dirige vers le sud. Donc, je vous ai mis les vagues parce que là, on commence à être là-dedans depuis longtemps. Là. C'est presque le jour de la marmotte. Fait que on les a numérotées, les vagues. On est présentement en vague 8. On avait espoir que ça finissait là, dans les prochaines semaines. On a un nouveau cas en Nouvelle-Écosse, une ferme de basse-cour. Donc, on verra au niveau génétique là, si c'est une nouvelle introduction ou si on est encore dans les mêmes restants de la migration de l'automne. Mais sinon, là, il y a vraiment la courbe, présentement, elle est à la baisse. On a vraiment plus un contrôle de la situation actuellement. Si on compare les vagues paires, donc les vagues d'automne 2022, 2023, 2024, 2025, vous avez quand même une appréciation là, du nombre de cas qui a été détecté. Ça va varier d'une région à l'autre. C'est pour ça qu'on va le voir un petit peu plus en détail dans les prochaines diapositives. Mais il n'y a pas une grande amélioration. Là. C'est pas mal le constat qu'on en fait. Les cas sont assez stables d'une année à l'autre. Donc, justement, on va focuser un petit peu plus. Là, je vous ai sorti l'information juste pour le secteur commercial. Donc, tous les élevages, ils peuvent être contingentés ou non contingentés. Là, c'est ce qui est considéré comme des gros élevages. Donc, il y a certaines grosses basses-cours qui en font partie ici. Mais bref, vous avez l'information sur le secteur commercial pour l'automne. Donc, je vous ai comparé juste les périodes d'automne pour vous donner un point de comparaison qui est un petit peu plus similaire parce que c'est notre période qui nous intéresse le plus. D'un côté, vous avez les provinces de l'Ouest. De l'autre côté, vous avez les provinces de l'Est. Donc, faites attention, l'échelle n'est pas la même. Okay, il y a une grosse différence. Donc, du côté de l'Ouest, là, on a vraiment une surreprésentation des cas. C'est pas les provinces qui sont les plus grandes productrices au niveau de la volaille, c'est vraiment les provinces de l'Est qui le sont. Mais on a une surreprésentation des cas. Par contre, on peut voir que ça fluctue d'une année à l'autre. La Colombie-Britannique a toujours été grandement touchée. Cette année, on a un peu d'espoir. On est en train de voir avec l'industrie quels changements ils ont mis en place parce qu'on passe quand même de 75 fermes infectées l'année passée à 26 fermes commerciales infectées. C'est quand même une réduction majeure. Là. Je vais probablement pas passer mon année à analyser ces fermes-là pour cette année. Donc, il y a vraiment un changement à ce niveau-là. Moi, j'ai mes hypothèses, mais on va les valider avec l'industrie. Là. Il y a beaucoup de producteurs qui ont décidé de ne pas aller en production durant la période d'automne, ce qui est certainement un facteur très facilitant. Donc, il y a des changements qui sont en cours, un réajustement au niveau de la production, là, ce qui semble quand même fonctionner là, à première vue. Donc, on va s'intéresser maintenant du côté de l'Est. Donc, vous voyez que les fermes commerciales ont seulement été touchées au Québec et en Ontario. Donc, vous avez la variation des cas. Donc, si on compare avec l'année passée, l'Ontario, c'est quand même assez similaire, qui est en orange. Le brun représente le Québec. Donc, au Québec, on a une augmentation des cas pour l'automne. Mais comme on disait tantôt, il y a des grosses basses-cours qui ont fait partie de ce groupe-là, puis on va les voir plus en détail.
Si on regarde maintenant le secteur non commercial, donc ça inclut nos élevages qu'on appelle autres que volailles. Donc ça, c'est les producteurs qui produisent des oiseaux pour leur propre consommation. Il n'y a pas d'échange avec d'autres fermes. C'est des fermes qui s'infectent, mais qu'on met pas de zone de contrôle. Ils font pas partie au niveau du commerce ils n'ont pas un rôle important au niveau du commerce, puis c'est des cas qu'on rapporte à l'international, mais qu'on n'est pas dans l'obligation de mettre des zones de contrôle pour limiter l'exportation. Fait qu'on a cette catégorie-là, mais on a également les élevages volailles, donc ceux qui ont eu des échanges, qui ont eu soit des ventes d'oiseaux, qui ont donné des œufs, etc. Donc, c'est des catégorisations selon l'Organisation mondiale de la santé animale. Puis ces fermes-là, malheureusement, on doit mettre des zones de contrôle pour limiter l'exportation puis faire de la surveillance plus ciblée. Mais ça reste quand même des fermes qui sont de plus petite envergure, qu'on pense pas qu'ils ont un grand risque de propagation vers d'autres sites. Donc, ce qu'on fait à l'intérieur de la zone est pas mal plus limité que quand on a un site commercial où on met des zones puis que là, on a de la surveillance active, des permis spécifiques, etc. Ces cas-là génèrent moins de tests. C'est plutôt des permis généraux, par exemple, qui vont être demandés. Donc, encore une fois, l'échelle va varier du côté de l'ouest versus du côté de l'est. Donc, vous voyez un peu la fluctuation. Ce qui a été quand même étonnant pour les provinces de l'ouest et pour le Québec en particulier, c'est vraiment l'augmentation des cas dans le secteur de la basse-cour. C'était difficile à expliquer. On a une étendue géographique qui semble varier par rapport aux années précédentes. La majorité, si c'est pas la totalité de ces fermes-là, les oiseaux ont accès à l'extérieur, donc c'est certain qu'ils sont plus exposés, mais pourquoi ils sont plus infectés cette année que les autres années? Je ne sais pas. Est-ce qu'on les a plus détectés? Est-ce qu'il y avait plus de variations dans leur type d'oiseau qui a fait en sorte qu'on a pu avoir des signes cliniques et les tester? C'est toutes des hypothèses, mais bref, on a une recrudescence dans les cas de basse-cour. Donc, vous voyez, du côté de l'Est, ben là, les provinces de l'Atlantique s'ajoutent. On n'a pas eu de ferme commerciale dans l'Atlantique qui a été infectée, mais à l'automne, mais on voit quand même qu'il y a certains cas de basse-cour de ce côté-là. Donc, on prend juste la vague 8. Donc, la vague 8 représente la vague de migration de l'automne 2025 qui s'échelonne un petit peu durant l'hiver 2026. Donc, ce sont les cas qu'on a actuellement. Donc, vous avez les lieux géographiques. Les points sur la carte représentent la grosseur relative du site. Donc, plus le point est gros, plus il y avait des oiseaux sur le site, plus le point est petit, plus la ferme était petite. Donc, sans grande surprise, nos fermes de basse-cour sont quand même assez petites relativement aux autres fermes. Vous voyez, comme on a discuté, qu'il y avait des nouvelles régions géographiques qu'on n'avait pas été. Entre autres, Val-d'Or, Charlevoix, c'est assez éloigné. Mais bon, les oiseaux migrateurs peuvent aller un peu partout. C'est pas impossible que le virus circule de façon assez étendue sur le territoire. Je vous ai mis les petits symboles qui représentent comment on catégorise nos élevages. Donc, la petite clôture, c'est nos fermes de basse-cour. On va les voir encore une fois plus en détail dans la prochaine diapo. Vous avez les fermes de poules pondeuses, d'œufs de consommation qu'on voit 66-67. On a également la première ferme qui s'est infectée, qui était un élevage de canards reproducteurs, dindons reproducteurs et dindons de chair. Et finalement, on a eu 2 fermes là, de poulets de chair qui se sont infectés. Fait que ça fait un portrait. Ce qui est intéressant, bon, à part le cas de canards qui était particulier, mais il n'y a quand même pas d'élevage de dindons qui habituellement sont surreprésentés. Il n'y en a pas eu cette année. Je pense qu'il faut célébrer cet accomplissement. C'est un secteur qui a été durement touché dans les dernières années. C'est le secteur qui est atteint présentement en Ontario. C'est tous des fermes de dindons de repros ou des dindons de chair. C'est une espèce qui est très sensible à la maladie, puis il y a des facteurs de risque qui sont vraiment plus spécifiques qu'on va voir dans la deuxième portion de la présentation. Le génotype qui a circulé principalement là, est dans la faune et dans nos élevages depuis 1 an et demi, presque 2 ans, c'est le génotype D1.1. On en avait discuté l'année passée, là, c'est pas le B313 qu'on voit dans les vaches laitières, malgré que le génotype D1.1 a fait quelques cas chez les vaches laitières également, mais de façon spontanée, sporadique. C'est également le génotype qui a circulé en grande majorité, donc c'est pas un nouveau virus qui circule, c'est vraiment ce qui circule depuis plusieurs mois. Puis les 2 en orange, là c'est un génotype, c'est le D1.1 qui s'est recombiné avec un faiblement pathogène qui circulait ici en Amérique du Nord. Donc
c'est pas non plus une nouvelle introduction de virus qui viendrait de l'Europe ou qui viendrait de l'Asie. C'est juste une recombinaison de virus avec les cocktails qu'on a dans la faune. Fait que ça fait en sorte que génétiquement, il y a des différences, mais ça fait pas une grande différence au niveau de la présentation clinique ou au niveau de l'inquiétude pour le risque, par exemple. Donc, on va décortiquer un petit peu les fermes de basse-cour. Donc, je vous ai mis le numéro de la ferme. J'ai gardé le code de couleur de la diapositive précédente, juste pour vous donner le contexte de quel virus a été détecté. Vous avez la ville où on a détecté, le nombre d'oiseaux, puis là, la catégorie. Je pense que ça vaut la peine qu'on refasse une petite revision de cette catégorisation-là, parce qu'il y a eu beaucoup de questions par rapport à ça. Donc, je l'ai dit tantôt, la première étape, quand on a un élevage qui s'infecte, c'est de voir est-ce que c'est volaille ou autre que volaille. Ça, c'est l'Organisation mondiale de la santé animale qui définit ça. Quand c'est autre que volaille, c'est un éleveur qui produit pour lui-même. C'est tout. Il n'y a rien qui bouge de là. Souvent, il y a peu d'oiseaux. Je veux dire, quand tu es rendu à 50 poules pondeuses, ça serait surprenant que tu consommes tous tes œufs. Là. Mais des fois, on a des petits élevages, 2-3 poules, puis bon, ça fait un cas. Mais à ce moment-là, on ne met pas de zone de contrôle. C'est pas quelque chose qui va avoir une influence sur le commerce. Donc, vous avez autre que volaille, et en parenthèse, il n'y a pas de zone de contrôle qui a été mise en place pour ces cas-là. Il y a à d'autres occasions où on a du mouvement d'oiseaux, mouvement d'œufs, il y a des choses qui sont sorties du site. Donc, à ce moment-là, on est dans l'obligation de mettre des zones de contrôle, mais c'est ce qu'on va faire dans la zone de contrôle qui va différer, puis ça, c'est nos définitions à l'agence qui va le définir. C'est pas des définitions à l'international, c'est nous qui déterminent ce qu'on considère être plus à risque de propagation, puis ce qui demande plus d'efforts de surveillance. Donc, c'est là qu'on utilise le nombre d'oiseaux pour définir s'il y a des risques de propagation vers d'autres sites. Donc, quand il y a plus que 300 canards sur un site, ou plus que 1000 oiseaux, à ce moment-là, on va considérer que c'est du commercial. Le risque de propagation sur ce site-là est plus grand. Il y a plus de réplication du virus, il y a plus de risque de propagation. Donc, on veut faire de la surveillance active pour les fermes en périphérie. On veut s'assurer que ceux qui demandent des permis aient peut-être des tests qui soient faits selon le déplacement qui est nécessaire. Donc, ça se pourrait que des élevages de basse-cour soient catégorisés volaille commerciale ou volaille non commerciale ou autre que volaille. Puis là, on a eu un cocktail de toutes ces situations-là durant l'automne. Donc, on a eu, par exemple, IP61, qui avait 19 oiseaux, que le producteur produisait pour lui-même, pas eu de déplacement d'oiseaux. C'était autre que volaille, il n'y a pas eu de zone de contrôle. C'est une introduction indépendante. Au niveau génétique, il n'y avait pas de ressemblance très proche avec un autre virus qui a été détecté sur une autre ferme. Donc, ça, c'est un cas unique. Les oiseaux ont été exposés, il y avait accès à l'extérieur, ils ont été en contact probablement avec la faune qui était contaminée, se sont infectés. Le cas s'est arrêté là. Je vais sauter IP64 pour aller à 65, parce que 65 a été un cas particulier. Donc, c'est le cas qu'on a eu à Mont-Saint-Grégoire, qui avait quand même beaucoup d'oiseaux, plus que 300 canards sur le site, donc qui a été catégorisé comme de la volaille commerciale. Donc, on a une zone de contrôle commerciale qui a été mise en place. Puis c'est sûr que c'est difficile pour les gens qui se trouvent dans cette zone-là, parce qu'il y a un impact sur le commerce. Il y a un impact sur les permis qui va être demandé, il y a plus de tests demandés, etc. Pour ce site-là, c'est une introduction initiale parce que génétiquement, elle est liée avec une autre ferme. Donc, il n'y avait aucune différence génétique avec le virus qui a été détecté sur IP64. Et on le sait qu'il y a eu vente d'oiseaux, non seulement à IP64, mais également à IP68, mais également à beaucoup d'autres fermes dans plusieurs provinces. Donc, là, il y a une petite coquille sur la diapo, là. Ces fermes-là ont généré des investigations sur 28 autres fermes dues au déplacement d'oiseaux ou à des contacts directs et indirects. Il y a eu plusieurs fermes qui ont été mises en quarantaine, qui ont été testées à la fois en Atlantique, en Ontario, mais il y a même un oiseau qui était rendu en Colombie-Britannique. Fait que moi, c'est la première fois qu'on fait autant d'activités de retraçage et de tests sur des fermes de basse-cour. Ça a été un automne assez chargé, je vous dirais. Donc, IP65, on pense qu'il a probablement contaminé 64 via l'achat d'oiseaux, mais ce qui a été particulier dans ce cas-là, c'est que l'achat d'oiseaux datait d'1 mois et demi. J'ai pas compris comment que ça fonctionnait. Un mois et demi, il y a des canards qui ont été achetés, ça a pris beaucoup de temps avant qu'il y ait des signes cliniques, puis c'est ces oiseaux-là qui sont morts, qu'on a testés, puis qui n'avaient pas de différence génétique avec 65. Fait que notre fenêtre de temps, il y a une petite incertitude là, par rapport à quand est-ce qu'ils se sont infectés, quand est-ce qu'ils ont présenté les signes cliniques. Ça a vraiment été des cas bizarres.
Ça a été un peu la même situation avec IP68. Donc, IP68 a acheté des oiseaux à IP65 dans la même fenêtre de temps, là, 1 mois et demi avant. Puis dans ce cas-là, c'est une autre espèce qui a commencé à mourir. Puis dans cette espèce-là, on a testé, puis c'était un autre virus qui a circulé. Fait que là, ça a piqué ma curiosité. J'ai demandé qu'il y ait des tests additionnels qui soient pris parce que les canards qui avaient été achetés sont morts et le producteur les avait gardés. Donc, là, j'attends les résultats, là, ils sont en isolement, je les ai pas encore. Moi, je présume que ça va probablement être le même virus qu'IP65 et 64. Fait que, tu sais, c'est compliqué, là. C'est pas supposé être compliqué de même dans Basco, mais cette année, c'est compliqué. Ce qui a également été fait, c'est qu'on a testé en sérologie les canards qui étaient en contact avec le canard acheté. Puis les canards avaient séroconverti, non seulement pour H5, mais également pour H7. Fait que ça, là, c'est comme un... Il y a des cocktails de virus là, qui circulent dans nos élevages de basse-cour. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Ensuite, IP69 à Saint-Valère, celle-là aussi, 322 oiseaux, c'était de la volaille non commerciale. On considère que c'est une introduction indépendante parce qu'il n'y avait pas de lien génétique avec une autre ferme. Les oiseaux avaient accès à l'extérieur. Puis, ils ont acheté des oiseaux à IP70, puis c'est comme ça qu'on a détecté IP70, c'est qu'elle a été considérée en contact à haut risque, on l'a identifiée, on l'a testée. Mais, ils partagent pas le même virus. Ça aussi, c'est bizarre. Fait que c'est ça, c'est vraiment un portrait bizarre de nos élevages de basse-cour. Il y a des choses qui circulent, je pense qu'on s'attend pas nécessairement. Mais bon, ces oiseaux-là, la majorité ont accès à l'extérieur, sont en contact direct avec la faune ou l'environnement de la faune ou avec des cours d'eau qui pourraient être contaminés. Fait que, leur infection n'est pas nécessairement surprenante, mais là, cette année, c'était bizarre. Si on regarde maintenant au niveau de nos fermes, qu'on va dire contingentées, donc nos fermes commerciales, on en a eu 5. Puis avant de détailler, je vais juste vous présenter, c'est une nouvelle... un nouveau schéma que j'ai produit, en espérant que ça soit clair pour tout le monde. En fait, ce que ça représente, c'est vraiment les conclusions des évaluations épidémiologiques depuis les dernières années. Donc, d'un côté, vous avez la fréquence des activités à la ferme, puis de l'autre côté, vous avez la probabilité qu'il y ait une contamination croisée qui fait en sorte que le virus pourrait être en contact avec les oiseaux. Donc, c'est vraiment basé juste sur les investigations sur les fermes infectées, puis là, on en a une puis une autre, là, je sais plus, il y en a combien qu'on a analysé, là, fait que ça représente assez bien les points communs qu'on a vus sur nos fermes infectées. Donc, je vous prends un exemple. Donc, rentrer, sortir des bâtiments, c'est quelque chose que les producteurs font plusieurs fois par jour. Donc, on s'entend que la fréquence d'activité, c'est élevé. En termes de probabilité de contamination croisée, moi, je considère que c'est encore élevé. Pourquoi? Parce que les entrées de ferme ne sont pas encore adéquates. Parce qu'il y a des producteurs qui ne changent pas encore de bottes. Parce qu'il y a très peu de lavage de mains. Parce que quand vous partagez les employés ne se changent pas. Il y a encore des choses qui ne fonctionnent pas, qui font en sorte que c'est dans le haut de ma liste. Okay? Fait que ça, c'est un élément qui va être encore à travailler. Maintenant, par exemple, on prend l'ajout de litière. Fait que ça, l'ajout de litière, bon, c'est peut-être pas un peu plus spécifique à certaines productions, le dindon, le canard, mais des fois, il y a des dégâts d'eau dans du broileur, puis il y a l'ajout de litière qui doit se faire. Donc, c'est quelque chose qui arrive un peu moins fréquemment. Dans le canard, ça peut être à tous les jours. Dans le dindon, ça peut être en cours de production. C'est variable. C'est vraiment variable d'un producteur à l'autre. Fait que je l'ai quand même mis dans une fréquence relativement élevée. Puis en termes de contamination croisée, c'est également élevé. Premièrement, parce que l'entreposage, parfois, se fait dans une shed qui est accessible à la faune, donc elle peut être contaminée à la source. Ensuite, il faut transporter cette litière-là dans les poulaillers. La façon de le transporter avec l'équipement qui est utilisé, c'est un grand risque de contamination croisée. C'est un peu ça que ça représente, ce schéma-là, c'est vraiment de voir où sont les risques selon les différentes situations. Si je prends quelque chose de moins à risque, bon, on va prendre le vétérinaire. Donc, le vétérinaire, il va ses fermes... Bah. Il y va de façon sporadique. Ça peut arriver dans notre retraçage qu'on envoie puis qu'on investigue. Par contre, les probabilités de contamination croisée sont faibles. Les vétérinaires sont bien formés, il y a des mesures de biosécurité qui sont mises en place. Puis en fait, c'est le cas de la majorité des visiteurs à la ferme, puis ça, c'est basé sur les projets d'observance qu'on a fait. Les gens, ils savent qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire, surtout quand ils se promènent de ferme en ferme. Fait que l'enjeu est pas là. Je dis pas que c'est impossible que ça arrive, mais c'est très bas dans la liste. C'est de fréquence faible et de probabilité faible.
Fait que vous avez d'autres situations, puis là, ça se voit être un schéma qui serait applicable au niveau national. Là. Fait qu'il y a peut-être des choses qui sont plus spécifiques à certaines provinces. Puis je vais vous pointer, par exemple, la gestion du compost. Bon, au Québec, il y a peut-être plus d'écarissage que de compost, mais dans les autres provinces, faire du compost, là, le compost a le dos large, là, faire une pile de fumier dehors puis mettre des oiseaux dedans, c'est du compost. Mais c'est très, très attractif à la faune. Il y a beaucoup de déplacements entre la pile de fumier puis le reste de l'équipement de ferme. Souvent, c'est le tracteur qui va être utilisé. Des fois, les carcasses sont simplement laissées à la faune pour être dévorées. Donc, on a vraiment toutes sortes de situations à travers le pays, mais les carcasses sont pas très bien contenues et protégées de la faune, ce qui fait en sorte que quand c'est attractif, bien, ça augmente les chances que le virus soit sur votre espace de travail. Fait que celui-là est quand même assez haut dans la liste. La sortie des morts, ce qu'on a décortiqué puis ce qu'on s'est rendu compte avec surtout les visites de ferme, c'est qu'il y a des enjeux à ce niveau-là. Puis je vais vous en présenter des exemples tantôt avec la Colombie-Britannique, mais on voit de tout, fait que on le décortiquera tout à l'heure. L'intégrité des bâtiments, c'est un autre exemple. C'est quelque chose qui, malheureusement, si vos bâtiments sont pas bien étanches à la pluie, aux intempéries, à la vermine, ça pourrait vous exposer là, par rapport à l'influenza aviaire. Donc, il y a quand même une possibilité moyenne là, de contamination croisée. On a quand même mis la météo ici, mais je pense qu'on en a discuté largement à quel point le vent n'est pas le facteur principal dans la transmission de la maladie. On connaît les distances qu'on trouve du virus viable. Donc, si vous êtes dans une haute densité d'élevage, c'est possible que le vent puisse contribuer à disperser le virus, mais sinon, c'est peu probable. Si vous voyez, par exemple, que les champs ont été récoltés puis que l'infection aurait pu rentrer par le vent, c'est très peu probable. Okay? Il y a d'autres choses on arrive à trouver d'autres éléments là, où est-ce que c'est plus plausible que le virus soit rentré par cette voie-là. Fait que c'est un peu pour vous situer là, comment on fait nos analyses, les conclusions qu'on essaie d'arriver, puis là, on va regarder comment les fermes de l'automne se sont comportées. On est où? Diane en avant. Ici. OK, Diane. Tom Brodeur. Je suis curieuse de savoir pourquoi l'envoi à l'abattoir a été considéré comme très élevé. Oui, je peux vous l'expliquer. Il y a un élément qui est le détassement. Fait que souvent, ce qu'on a vu dans les bâtiments qui ont présenté les signes cliniques, il y avait eu du détassement dans les jours qui ont précédé. Donc, si le détassement se fait pas de façon exemplaire, ça expose les oiseaux qui restent sur le site. Fait que ça, c'est un élément au niveau de l'envoi de l'abattoir. Le deuxième élément, que j'ai pas tant vu ici au Québec, mais dans d'autres provinces, oui. Souvent, ils vont faire, c'est pas tout à fait du détassement, c'est des fois les capacités d'abattage qui fait en sorte qu'un lot peut partir à l'abattoir sur une semaine, mais là, il va y avoir 3-4 jours entre les attrapages. 3-4 jours dans le dindon, c'est assez pour qu'ils présentent les signes cliniques s'ils ont été exposés après le premier abattage. Fait que c'est vraiment, c'est pas l'abattage en soi, c'est l'attrapage, puis comment l'attrapage se fait, puis comment les envois se font vers l'abattoir qui est l'enjeu principal. Donc, c'est le personnel d'équipe de capture ou le matériel de chargement? Parce que c'est pas l'abattoir, ça, là. Non, effectivement. Fait qu'il y a de tout. Ça aussi, on va le voir un petit peu plus en détail parce qu'il y a eu des surprises en Colombie-Britannique qu'on s'attendait pas. Je vous dirais, c'est difficile de mettre le doigt exact. C'est vraiment des constats on a toute l'information, c'est quoi les sources les plus plausibles d'exposition, puis l'envoi vers l'abattoir en fait souvent partie. Là, de voir, est-ce que c'est les cajots, est-ce que c'est le personnel, est-ce que c'est la façon d'attraper, est-ce que c'est difficile de mettre le doigt dessus, on n'est pas là, tu sais. Donc, la sortie des oiseaux. D'accord. Je pourrais rephraser. D'autres questions? Oui. Attends. Il va être sur notre site internet. Ah. Est-ce que le schéma va être disponible à quelque part? Et Martin vient de répondre. J'ai dit que les présentations allaient être sur notre site internet. S'il n'y a pas d'objection de ta part. Oui, mais là, peut-être que le schéma, parce que là, il y a une animation, je peux te l'envoyer, le schéma. Okay. Ça va être plus facile, tu pourras le distribuer. Fait que c'est évolutif. Fait que je pourrais rephraser des éléments, puis je vous le rendrai disponible. C'est bon?
OK, donc si on regarde nos 5 infections dans le secteur commercial, les vrais commerciaux, là, que je considère pas des basses-cours, génétiquement, c'est tous différents. Il y a personne qui était relié. Fait que ça aussi, c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'il y a des fermes, il y a des producteurs qui ont eu des contacts à haut risque, c'est-à-dire qui détenaient d'autres sites ou qui avaient des sites qui pouvaient être à risque dû à des déplacements d'employés, d'oiseaux, etc. Il n'y a pas eu de cas secondaires à ces infections-là. Donc, c'est toutes des introductions indépendantes, mais ça veut dire qu'il y a 5 problèmes de biosécurité différents probablement sur ces sites-là. Fait que ce qu'on a pu noter, je les ai rassemblés ici. OK? Dans le haut, il y en a 4 sur les 5 qui avaient des enjeux au niveau des entrées. Des enjeux que je considère majeurs. 2 qui avaient des entrées tellement petites avec leur ligne rouge qu'il fallait faire de la gymnastique, c'était impossible. C'était impossible de respecter. Je me suis déplacée sur ce site-là, c'était impossible. Là. Si les gens faisaient pas une split, là, ça le faisait pas. OK? Mais il y en a 2 qui ne changeaient pas de bottes. Ça me rend un peu agressive. C'est supposé être une exigence au niveau des programmes de salubrité à la ferme. Je suis un peu étonnée encore qu'on voit des producteurs qui ne changent pas de bottes. Je vais y revenir à la prochaine diapo. La sortie des morts a été un enjeu sur certaines fermes, pas toutes, mais on parle de possibilité de contamination croisée. Je dis pas que c'était ça la voie, mais sur 2 sites, il y avait des chaudières qui étaient utilisées pour ramasser les morts. Les chaudières sortaient dehors, s'en allaient vers le congélateur ou whatever, et revenaient à l'intérieur sans étape de décontamination. Il faut juste s'imaginer c'est quoi les actions. Là. Tu sors avec ta chaudière, tu vas la déposer à terre, tu vas ouvrir ton congélateur, tu vas le vider. Il y a des possibilités de contamination croisée. Fait que la chaudière, elle devrait pas sortir dehors. On essaie de transvider ça dans une autre chaudière ou d'avoir un autre mécanisme ou de le mettre dans la pelle de tracteur. Bref, ce matériel-là devient une source potentielle d'introduction. Il y en a 2 qu'on a considéré que l'intégrité des bâtiments, il y avait peut-être un peu d'amour à donner à leurs bâtiments, là, quand ça ruisselle un petit peu à l'intérieur, donc la pluie, les rongeurs. L'automne est un moment où est-ce que les rongeurs vont essayer de rentrer dans les bâtiments. Il y a une augmentation des activités de capture souvent à l'extérieur, donc c'est pas impossible qu'il y ait eu aussi des rongeurs à l'intérieur. Donc, l'intégrité des bâtiments, pour certains, était problématique. L'ajout de litière, ben ça concerne le cas de canard dindon. C'est le seul qui rajoute de la litière. Il y avait possibilité de contamination au niveau de la source. Donc, l'entreposage était à l'abri, mais le bâtiment, il manquait un peu d'amour. Retrait du fumier. En fait, c'est la gestion du fumier en général. Souvent, ce qu'on voit, c'est que quand les poulaillers sont vidés, les producteurs vont faire des piles de fumier à l'extérieur. On essaie toujours d'encourager les producteurs à avoir une coordination dans le ramassage. Parce que ces piles-là, c'est attractif à la faune. C'est des piles qui restent proches des bâtiments. Il y a de la faune qui va venir manger le restant de moulé. C'est problématique au niveau de l'attraction de la faune. Puis c'est arrivé sur un des cas, là, ça faisait une semaine là, que les piles étaient là. Fait que c'est ça. Il y a manqué de coordination dans le retrait de ce matériel-là qui devrait ne pas être entreposé proche des bâtiments. Fait que ça fait un portrait quand même de ce qu'on a vu. Tu sais, c'est pas des grosses corrections, là. Pour la majorité, c'est des corrections quand même mineures à mettre en place, mais c'est des corrections qui sont nécessaires. Là. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc, tous les cas se retrouvent là. Oui. Donc, mes 5 cas, c'est les conclusions qu'on a vues. Tu sais, je me suis déplacée sur les sites. Il y a celui à Val-d'Or que j'ai fait en virtuel. Puis il y a celui de Saint-Irénée dans la Charlevoix, que c'est ma collègue de Québec qui a été. Mais sinon, oui, c'est des sites que j'ai pu constater moi-même. Là. Cette année, la nouveauté qu'on a essayé pour le Québec, c'est d'inviter les vétérinaires praticiens à faire cette visite de ferme-là avec nous. Ça a été, je pense, un succès. Tu sais, nous, on fait nos recommandations, mais après ça, on quitte. Donc, c'est le fun s'il y a un suivi qui peut être fait par le vétérinaire praticien de voir si les mesures correctives qu'on a suggérées seraient mises en place. Donc là, on va revenir sur les entrées de bâtiments parce que je me suis amusée un petit peu à créer cette image-là avec l'intelligence artificielle qui m'a pris beaucoup trop de temps. C'est frustrant quand on demande quelque chose puis qu'il ne comprend pas.
monte le banc. Il monte le banc le long du mur. Mon Dieu, c'est pas ça que je veux. Pas ça que je veux. Donc, d'un côté, c'est deux concepts de biosécurité. Il y a le concept de séparation, puis le concept de décontamination. Fait que le concept de séparation, c'est de garder le sale, le propre, de séparer ça, de s'assurer d'une étanchéité entre les deux. Ce qui est sale reste dehors, ce qui est propre reste en dedans. Fait que, c'est souvent ce qu'on voit typiquement dans les entrées, des bancs, le changement de bottes, l'ajout de vêtements, etc. L'autre côté, c'est qu'on a la décontamination. Donc, c'est désinfecter l'équipement, c'est désinfecter les mains, utiliser des bains de pieds, les pédiluves. Vous savez comment je les aime, ces pédiluves-là. En théorie, ça semble être équivalent. Mais dans les faits, ce n'est pas pantoute. Fait que si les producteurs pensent que s'ils font de la décontamination, ils n'ont pas besoin de changer de bottes, mais eux, ça ne fonctionne pas comme ça. Okay? Pourquoi ça ne fonctionne pas comme ça? Parce qu'il y a des conditions à respecter pour que le désinfectant soit efficace, puis je vous en ai mis quelques-uns ici. Ce qui semble ne pas être respecté pour la majorité du temps, c'est celles qui sont imagées. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de matière organique. Il n'y a pas de désinfectant super efficace en présence de matière organique. Là, c'est un peu exagéré sur la photo, là, mais quand même, vous comprenez le concept. Ça prend une dilution calculée, là, pas une affaire à peu près. Ça ne fonctionne pas. Ça prend une dilution qui est appropriée, puis ça prend évidemment le bon désinfectant pour avoir un effet sur le pathogène ou le virus ciblé. Le troisième élément, c'est le temps de contact. Puis ça, puis les producteurs sont honnêtes, là, je reste dans le bain de pied pendant que je me lave les mains, OK? Ça dure 20 secondes. Souvent, c'est de 5 à 10 minutes le temps de contact qui est nécessaire pour que ça soit efficace. Fait que c'est sûr que ça fonctionne pas. C'est vraiment un faux sentiment de sécurité de penser que j'ai décontaminé mes bottes, j'ai passé dans un bain de pied, j'ai pas besoin de les changer. Ça fonctionne pas. Fait que je pense qu'il faut répéter encore ce message-là parce qu'on est encore dans cette situation-là. Puis là, j'ai sorti des désinfectants que je vois couramment sur les fermes, puis je me suis amusée à regarder les temps de contact, fait que je vous les ai mis ici en fluo. Là, ça, c'est les liens vers les fiches des fabricants, fait que vous pourrez aller les lire, mais tu sais, 10 minutes, 5 minutes. J'ai jamais vu quelqu'un passer 5 minutes dans un bain de pied. Bon, OK. C'est pas réaliste, là. Tu sais, si les bottes restaient là, je sais pas, durant la nuit, peut-être, tu sais, non, ça fonctionne pas. C'est bon? Fait que ça clôt la première partie. Est-ce qu'il y a des questions? Il y avait une au début, là. Tu sais, quand tu disais qu'il y avait moins de cas parce qu'il y avait des producteurs qui avaient comme sauté des cycles de production, est-ce que j'essaie d'imaginer, est-ce que ça s'applique juste aux dindons? Parce que je ne vois pas trop de production dans lesquelles tu peux sauter une période. Il y a plusieurs éleveurs de canards aussi qui n'ont pas produit dans la vallée du Fraser. Puis il y en a plusieurs qui se construisent des poulaillers à l'extérieur de la vallée, ce qui est aussi une bonne chose. Donc il y a certains repros de canards maintenant qui ne sont plus dans la vallée, qui ont été épargnés. Mais il y en a plusieurs que leur pratique faisait en sorte que c'était impossible qu'ils ne s'infectent pas. Fait que, tu sais, quand ça fait 3 ans de suite que les gens s'infectent, à un moment donné, t'en viens à la conclusion, je ne produirai pas cet automne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Attends, on va attendre le micro. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, pour les petits basse-côte, comme on a vu, un qui a vendu un oiseau à BC ou à Saguenay, est-ce qu'on va fermer tout le pays? Parce que quelqu'un s'amusait de se promener avec 2 oiseaux dehors et il les a vendus aux deux bouts du monde. Ça fait pas de sens. Est-ce qu'on peut pas interdire pendant une période à risque ces gens-là de mettre leurs oiseaux dehors? Parce que pour un qui s'amuse à vendre 2 oiseaux par an, ça impacte des gens qui vendent des millions. Oui. Je comprends la frustration. Je dirais que c'est probablement des discussions qui vont devoir avoir lieu probablement avec le MAPAC. C'est des décisions probablement provinciales qui vont devoir être prises. Tu sais, par exemple, il y a certaines provinces qui interdisent les encamps pendant une certaine période de l'année. Tu sais, il y a des mesures qui sont possibles, mais ça ne sera pas fait au niveau fédéral. Là. Oui, je comprends. Manon, l'année passée, il y avait été question de peut-être, pour les fermes, surtout dans la vallée de Fraser, on sait qu'il y a eu des fermes qui ont été infectées plusieurs fois, qu'il avait été question de mettre en place des audits de biosécurité avant de repeupler. Est-ce que c'est quelque chose qui a été fait? Bon, ça, c'est l'approche américaine. Donc, les Américains ont fait un changement réglementaire,
je dirais que ça fait presque 1 an, peut-être. Oui. Peut-être pas 2. En tout cas, ils ont fait un changement réglementaire. Fait que les fermes qui s'infectent, si elles veulent être éligibles à la compensation ou à l'indemnisation pour le prochain lot qui va rentrer sur la ferme, ils ont l'obligation de faire un audit de biosécurité. Fait que je trouve que c'est une approche intéressante. Puis, il offre également pour les fermes qui ne s'infectent pas ce genre d'audit-là. Puis, ça vient évidemment avec une enveloppe d'argent que les recommandations qui sont faites par le USDA vont être financées, je pense, à la hauteur de 75% jusqu'à un montant maximal. C'est certainement une approche que je préconise. Je pense que dans l'éducation, ça passe beaucoup mieux que d'être, de pénaliser que, en tout cas, je pense que c'est une approche intéressante. Pour les producteurs du Québec, on fait des visites de ferme depuis 2023, quand on a eu les éclosions au printemps. Tous les producteurs, ou presque, sont rencontrés. Ils ont une rétroaction. Fait qu'il y a un processus quand même d'apprentissage qui est déjà en place. Ce processus-là, on l'a mis en place également en Ontario l'année passée. C'est Cynthia qui va sur les fermes, qui fait les visites, qui donne la rétroaction aux producteurs. Donc, on commence à avoir plus de succès à convaincre les producteurs de nous recevoir, parce que c'est pas une obligation, mais je considère que c'est un besoin. Là, dans l'Ouest, c'est compliqué. Ils ont beaucoup d'éclosions. C'est très difficile de faire de la rétroaction. Là, ce qu'on a décidé de mettre en place cette fois-ci, c'est qu'un coup que l'analyse épidémiologique est faite, on envoie des questions aux producteurs. Fait que là, on a au moins des échanges avec eux sur valider nos compréhensions de ce qu'on a pu analyser. Toutes les enquêtes épidémiologiques se font de façon virtuelle. C'est sûr que c'est limitant, mais c'est impossible de faire des investigations sur place avec le nombre de foyers qu'on a à travers le pays, puis le manque de ressources qu'on a, puis c'est ça. Fait que moi, je me permets de le faire au Québec, mais c'est parce que ça me tente. Fait que pour répondre à la question, finalement, non, il n'y a pas des audits qui se font nécessairement en Colombie-Britannique. Par contre, j'en ai visité des fermes cet été, puis c'était un peu ça l'idée, là, c'est de commencer cette discussion-là avec eux. Vous avez parlé de cas qui sont découverts suite au retraçage, puis que souvent que les virus ne correspondent pas nécessairement. Est-ce que ça peut être une indication qu'on ne teste pas assez avant que les éclosions arrivent? En fait, il n'y a pas de surveillance dans la basse-cour. Il y a des programmes que le MAPAC offre pour faire les tests. Il envoie des oiseaux en nécropsie, par exemple. Il peut y avoir des tests qui soient faits. Mais tu sais, on ne peut pas garantir qu'un producteur va toujours déclarer. C'est ce qu'on espère. Il y a quand même une compensation. Il y a un besoin. Légalement, ils sont dans l'obligation de le faire. Mais je ne peux pas garantir que c'est tous les producteurs qui rapportent les cas. Fait que c'est sûr que quand on fait des retraçages comme ça, puis qu'on fait des découvertes, éventuellement, les signes cliniques sont arrivés, mais des fois, on fait des détections précoces en faisant ce retraçage-là. Est-ce que le producteur nous aurait signalé les signes cliniques? Je ne sais pas. Ça fait partie de l'incertitude qu'on a avec des productions qui sont de petite échelle. Oui? Moi, je voudrais revenir au bain de pied. Oui. Est-ce que le matelas moussant, ça rentre dans la même catégorie ou ça peut être analysé? C'est la même affaire. Ben oui, c'est la même chose. J'avais pas connu ça. La mousse va rester en contact peut-être plus longtemps, mais je veux dire, quand tu t'en vas dans de la litière après, dans un contexte d'abattoir. Quand on vient dans notre auto, par exemple, c'est encore le produit. Oui, peut-être en sortant. Ouais. Mais non. Ben non, c'est ça. Non. À moins qu'on reste 15 minutes sur le matelas. C'est ça. Lever le matelas aussi, quand on entend en dessous, c'est dégueulasse. Ça peut être surprenant. En tout cas, moi, les tests de résidus de désinfectants sont jamais bien bons. Mais tu sais, il y a des approches intéressantes qui sont faites dans le secteur alimentaire. Tu sais, il y a un livre qui existe qui s'appelle Food Safety, 10 techniques comportementales pour changer le comportement. Mais tu pourrais changer Food Safety pour biosécurité, puis c'est le même concept, là. Puis il y a un chapitre qui est sur justement les bains moussants, puis les bains de pieds, puis la durée qu'il faut respecter. Puis ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils font jouer une chanson pendant que les gens doivent rester. Fait que tant que la chanson n'est pas finie, les gens, ils peuvent pas sortir. Fait que c'est ça, c'est rendre les choses le fun, mais c'est pas pratique pour le secteur qui nous concerne, là.
D'autres questions? OK, je vais continuer. Donc, la deuxième portion va être plus spécifique pour le dindon de chair. Mais si vous ne faites pas du dindon de chair, vous pouvez rester pareil parce qu'il y a des concepts qui s'appliquent dans les autres productions, mais c'est l'étude qu'on a faite plus spécifiquement dans ce secteur-là. Donc, quand on prend les 7 premières vagues d'éclosion, donc j'ai exclu la dernière vague, les 7 premières vagues, là, c'est beaucoup de fermes de dindons infectées. Beaucoup, beaucoup. Ce sont 120 fermes qui avaient du dindon de chair sur le site, ce qui représente 31% de nos éclosions. On pense qu'il y a à peu près 18% des producteurs du secteur qui ont été touchés. Fait que c'est quand même majeur, là. Puis ce qu'on considère quand on regarde les populations puis qu'on les compare entre elles, le dindon de chair est 8 à 12 fois plus à risque que le poulet de chair. Fait que ça, c'est par rapport au nombre d'éclosions et par rapport à la population qu'on a à travers le pays. Fait que c'est vraiment un secteur qui a été durement touché, puis c'est le secteur qu'on a priorisé pour faire nos projets de recherche. Je le partagerai, la présentation. Je vais prendre des photos. Donc, initialement, on avait proposé aux industries nationales de faire une étude cas témoin. Là, on recule dans le temps, là, en 2022, quand on était vraiment dans le pic de la crise. Puis à ce moment-là, les fonds de recherche n'existaient pas vraiment. Il n'y a personne qui a voulu financer ce projet-là. On avait une équipe pan-canadienne d'experts. On était prête à aller de l'avant à faire cette étude-là. Il n'y a personne qui a financé, sauf le MAPAC. Fait que bravo au MAPAC, bravo au Québec. Donc, le MAPAC et l'Université de Montréal ont fourni des fonds. On a pu commencer ce projet-là, récolter des données sur l'été 2023-2024. Ça s'est bien passé, on a eu une belle participation, ça a vraiment rencontré nos objectifs. Puis ensuite, l'Ontario a levé la main puis a demandé à participer. Ils ont fourni des fonds également. Donc, on a rajouté les fermes de l'Ontario. La collecte de données s'est faite à l'été 2024. Fait que là, l'idée, c'était, tu sais, nous, à l'agence, on a seulement des yeux sur les fermes qui s'infectent. On regarde pas du tout les fermes qui s'infectent pas. Puis si on veut déterminer si c'est des facteurs de risque significatifs, là, la matrice que je vous ai montrée, de voir si c'est réel, si c'est vraiment une augmentation du risque, faut comparer ces pratiques-là sur les fermes qui s'infectent pas. Puis là, à ce moment-là, ça va nous dire, ben oui, il y a des différences importantes entre les deux, puis c'est ça qui fait la différence. Donc, c'était vraiment de comparer les pratiques de ferme, la biosécurité sur ces fermes commerciales-là au Québec et en Ontario. Donc, on a jumelé les deux provinces ensemble parce qu'évidemment, ça augmentait notre pouvoir statistique. Mais de façon anecdotique, l'Ontario voulait pas avoir ces résultats publics de juste leur province. Ça, c'était une particularité que je trouvais ça quand même particulier. En tout cas, c'était drôle. Le but, c'était d'identifier les facteurs de risque significatifs, prioriser nos mesures préventives, parce qu'il y a plein de choses qu'on demande aux producteurs, mais peut-être qu'on peut prioriser celles qui ont le plus d'impact pour la grippe aviaire, puis éventuellement prévenir les futures éclosions. Donc, les fermes qui se sont infectées dans notre fenêtre de temps d'intérêt ont été invitées à participer. Ils ont été approchés par l'industrie également. Le concept qu'on voulait, c'est d'avoir 2 fermes non infectées pour chacune des fermes infectées, parce que c'est ça qui augmente notre pouvoir d'identifier les facteurs de risque. Puis on voulait que ces fermes-là soient quand même dans un rayon relativement similaire pour qu'elles aient été exposées au virus. Il faut que le virus ait circulé dans leur région pour que il ait potentiellement été exposé puis qu'il y ait des pratiques qui font la différence. Fait que c'est un peu le concept qu'on a mis en place, d'avoir 2 témoins par cas dans la même région, idéalement dans zone de contrôle. Ça aurait pu fonctionner comme ça, mais bon, l'industrie n'est pas nécessairement distribuée de cette façon-là. Fait qu'on a quand même été un petit peu plus large. Les fermes ont été visitées. Donc, il y a des étudiants qui se sont présentés sur les sites. J'en ai fait quelques-unes également avec les étudiants. On a utilisé un questionnaire qui était standardisé, qui a été développé en Belgique par le secteur académique. C'est un questionnaire, moi, qui m'intéressait parce qu'il y a des scores de biosécurité associés. C'est des scores qui ont été pondérés par des experts, qui ont été validés. Donc, l'Europe utilise beaucoup ce questionnaire-là, même que certains pays, c'est obligatoire de faire cette évaluation de biosécurité-là avec le questionnaire. Le questionnaire est disponible en ligne. Si vous voulez vous auto-évaluer, vous pouvez le faire, c'est gratuit en ligne. Le questionnaire est divisé en différentes catégories. Donc, vous avez la biosécurité externe, donc qui touche tout ce qui rentre puis sort de la ferme finalement, puis la biosécurité interne, là, qui concerne plus la gestion interne, le nettoyage des infections, par exemple. Donc, il y a 10 scores de biosécurité qui vont sortir de ce questionnaire-là. Donc, c'est l'outil qu'on a utilisé.
On a rajouté quelques questions basées sur les hypothèses qu'on avait, là, la matrice que je vous ai présentée. Là, il y a des questions additionnelles qui ont été ajoutées pour vraiment aller cibler un petit peu plus des facteurs qui seraient spécifiques à l'influenza. Donc, vous avez ici le taux de participation. Le Québec, ça a exactement répondu à nos besoins. On a eu 2 fois plus de témoins que de cas, donc ça, c'était parfait. L'Ontario a eu un petit peu plus de misère à recruter, mais on a quand même eu une participation intéressante. Donc, comme je vous disais, les 2 provinces ont été regroupées. Là, au total, on a 50 participants. Fait que, c'est quand même une taille d'échantillonnage intéressante, là. Vous avez ici leur distribution. Encore une fois, le cercle représente la grosseur de la ferme, donc tout est relatif là, par rapport à ces fermes-là. Donc, vous voyez, principalement la Montérégie finalement. Vous avez Valcartier, évidemment, qui a été touché, qu'on a investigué. Puis vous avez le sud de l'Ontario également. Puis je peux vous zoomer un petit peu pour voir les régions. Donc, vous avez, comme je vous disais, la Montérégie, je pense que c'est pas mal toute la Montérégie. Et le centre du Québec, puis finalement, vous avez les fermes également en Ontario là, qui se superposent un petit peu. Fait que, ça a quand même bien respecté les endroits où on voulait faire cette évaluation-là. Bon, au niveau des scores de biosécurité, je vous dirais que finalement, j'ai été déçue. Fallait le tester, mais bon. Oui, ça permet aux producteurs d'avoir une note, de pouvoir se comparer avec les autres. Fait que ça, ce concept-là, je trouve que c'est bon, mais ça nous a pas permis de distinguer ceux qui sont infectés puis ceux qui sont pas infectés. C'était pas quelque chose qui était super discriminant. Puis je vous dirais, tu sais, vous avez la section visiteurs personnels qui est quand même assez basse pour tout le monde. Puis je n'étais pas d'accord du tout avec la pondération qui mettait à ce niveau-là. Fait que bon, est-ce que c'était là, on l'a analysé, ça n'a pas fonctionné. Évidemment qu'on s'est intéressé à chacune des questions dans le questionnaire pour évaluer et identifier les facteurs de risque. C'est plutôt ça qu'on va focusser pour le reste de la présentation. Donc, les pratiques qu'on a vues plus souvent chez les fermes infectées versus les fermes non infectées sont listées sur la diapositive ici. Donc, vous avez le fait de déplacer les dindons avec une exposition extérieure. Donc, quand ça passe de la pouponnière à l'engraissement, mais que c'est pas dans le même bâtiment, donc on n'a pas des bâtiments multi-âges, on a plutôt des bâtiments séparés, et donc les oiseaux doivent se déplacer d'un bâtiment à l'autre. Quand ils le font en passant par l'extérieur, ça augmente le risque par rapport à ceux qui ne font pas cette pratique-là. Soit qu'ils déplacent pas leurs oiseaux, parce qu'il y en a qui les sortent pas de leur bâtiment, ou soit qu'ils le font en ouvrant la porte qui communique entre les 2 sections. Donc, pourquoi qu'on pense que c'est plus à risque? C'est que probablement le matériel qui est utilisé, des fois, il est entreposé à l'extérieur et peut être accessible à la faune, mais c'est aussi du matériel qui est difficile à laver, désinfecter. Puis souvent, les producteurs vont laver, désinfecter après l'avoir utilisé, mais rien va être fait jusqu'à temps qu'ils le réutilisent. Fait que là, c'est vraiment l'entreposage qui va faire une différence. Fait que ça, c'est un facteur qui est sorti de façon significative. L'autre facteur qui est sorti significatif, c'est le fait de laisser les morts à l'extérieur, accessibles à la faune temporairement. C'est-à-dire que souvent, c'est le temps d'aller faire la tournée de chacun des bâtiments, puis après ça, de ramasser les morts. Oui, c'est pratique de les laisser là, de pas nécessairement les amener dans une shed ou dans le bac à équarrissage. Sauf que ça, c'est super attractif à la faune. Les charognards vont venir manger les carcasses, puis les charognards sont très intelligents. Là, ils savent à quelle heure vous sortez les morts. Là, ils vont attendre, puis ils vont être prêts à aller les dévorer. Fait que ça augmente le risque par rapport à ceux qui ne le font pas. Le fait de composter des dindons morts dans un système ou dans un bâtiment ouvert, c'était des choses qu'on voyait un petit peu plus en Ontario qu'au Québec, mais ça aussi, c'est sorti de façon significative. Puis c'est le même concept, tu sais. Les recommandations qu'il y avait en Ontario, là, c'était d'avoir une shed à 3 côtés avec un côté ouvert pour faciliter la ventilation, tout ça, mais c'est un endroit idéal pour les charognards pour aller se nourrir. Il y a eu un projet connexe à ce projet-là où Environnement et Changement climatique Canada s'est jumelé à nous. Ils ont installé des caméras sur les sites. Ils ont installé des moniteurs de son, fait qu'ils ont pu identifier les oiseaux, la diversité des oiseaux, l'abondance, tous les charognards, puis il y avait plus d'activités de charognards sur les sites qui faisaient du compostage ouvert versus du compostage fermé ou de l'équarrissage. Encore là, c'est la logique, là. Si vos carcasses sont accessibles à la faune va venir. Puis la faune peut être porteur ou peut s'infecter à l'influenza. Fait que c'est une augmentation du risque pour ce pathogène-là.
Puis finalement, le dernier, qui est peut-être encore là plus spécifique pour le Québec, c'est vraiment l'équarrissage. Il y avait une différence, en fait, il y avait une augmentation du risque pour les producteurs qui utilisaient l'équarrissage, mais que le bac à équarrissage restait proche des bâtiments, versus amener son bac à équarrissage sur le bord de la route. Fait qu'on le sait que le camion d'équarrissage peut être une source de contamination. Il se promène de ferme en ferme, c'est pas complètement étanche tout le temps. Il y a de la manipulation des fois que le conducteur doit faire avec le couvercle. Tu sais, des fois, vous mettez par exemple une roche, une bûche, des chaînes. Tu sais, il y a de la manipulation qui est faite par le camionneur qui peut devenir une source de propagation entre les sites. Fait que ce qu'on a vu, c'est que ceux qui mettaient pas leur bac sur le bord de la route étaient plus à risque pour l'influenza. On a également identifié des facteurs qui étaient protecteurs. Fait que ça, c'est aussi encourageant. C'est encore une fois pas mal en lien avec les hypothèses que je vous ai présentées tantôt là, dans la matrice de risque. Donc, la première, c'était d'envoyer les dindons une fois à l'abattoir, donc qu'on appelle all-out. Donc, si vous ne faites pas de détassement, si vous ne faites pas des split loads, je connais tous les termes en anglais, si vous n'envoyez pas les envois fractionnés à l'abattoir, à ce moment-là, ça va être protecteur pour l'influenza. Fait que c'est vraiment d'envoyer tous les oiseaux à l'abattoir qui va prévenir ces contaminations croisées-là. Le deuxième facteur, c'était de protéger la litière. Donc, on sait que c'est un secteur qui utilise beaucoup de litières, qui vont en rajouter souvent en cours de production. Donc, la façon que c'est entreposé, puis la façon que c'est transporté va avoir un impact. Puis là, je vous ai mis deux images. Donc, la première, c'est une remorque. Là, maintenant, il y a plusieurs producteurs là, qui, quand ils se font livrer de la litière, la remorque reste sur le site. Donc, la remorque, évidemment, qui est fermée, qui est à l'abri de la faune, mais en plus, les palettes sont toutes emballées, c'est de la litière en sachet. Tu sais, quand je présente ce genre d'affaires-là dans l'Ouest, là, ils ne me croient pas là, que des producteurs du Québec qui font ça, parce qu'eux, ils utilisent beaucoup plus la litière en vrac, qui va plutôt ressembler à ce qu'on voit de l'autre côté, là, qui va être entreposée dans une chaîne ouverte où est-ce que la faune a accès. Fait que c'est vraiment des différences majeures entre les deux gestions de la litière. L'autre élément, c'était de la façon de sortir les carcasses des bâtiments. Donc, ceux qui le faisaient régulièrement et qui le faisaient correctement étaient moins à risque d'être exposés. Fait que je vous ai donné des exemples tout à l'heure avec la chaudière, par exemple, qui pouvait rentrer-sortir. Mais il y a plein de façons de sortir les carcasses. Il y en a qui sortent dehors avec leurs bottes, qui reviennent. Fait que, tu sais, c'est facile là, de faire un bris de biosécurité avec la gestion des mortalités. C'est quelque chose qui est fait de façon quotidienne. Je pense qu'il y a vraiment des réflexions à avoir sur la façon de gérer les mortalités. Puis finalement, là, c'était vraiment un facteur de risque qui était plus applicable en Ontario. Je pense pas qu'on ait des élevages sur terre battue au Québec. On a tout ça? Non. Fait qu'il y avait des élevages en Ontario qui étaient sur terre battue. Fait que, on peut se questionner par rapport à l'étanchéité des bâtiments. C'est probablement des vieux bâtiments. Tu sais, je pense que les nouvelles constructions sont tous sur une dalle de béton là, ou quelque chose de plus solide. Donc, ceux qui étaient sur terre battue étaient plus à risque. On a également identifié d'autres... y a-t-il une question? Dans les... juste en arrière, là, dans les facteurs pour la sortie en une seule étape, c'est-tu tous les bâtiments du site ou c'est juste par bâtiment? Par bâtiment. Oui, du tout plein, tout vide en bâtiment. Par bâtiment, c'est bon. Bon, il y a d'autres caractéristiques qu'on a vues qui pouvaient augmenter le risque, mais évidemment, ça, c'est des éléments que les producteurs ne peuvent pas vraiment agir, là. Je veux dire, ils vont pas diminuer leur production pour être moins à risque, là. C'est pas ça l'idée. C'est plus d'être conscient que si c'est une grosse ferme, ils ont plus de risques parce que ils ont plus de mouvements, ils ont plus de trafic, ils ont plus d'employés. Fait que là, c'est vraiment de miser sur la formation, l'encadrement, d'avoir un gérant de ferme qui peut montrer l'exemple. Fait que tu sais, il y a d'autres éléments qu'il faut travailler, mais ces fermes-là sont plus à risque. Fait que ce qu'on a vu, c'est ceux qui avaient plus que 5 bâtiments, plus que 2 employés, ceux qui avaient des cycles de production additionnels, ça augmentait le risque d'infection. Fait que moi, je pense que c'est associé au trafic là, qui a probablement lieu, ou les activités qui sont plus fréquentes sur ce site-là. Je reviens ici au premier. La proximité avec une ferme commerciale infectée également est sortie significatif. Puis c'était une distance de moins de 500 mètres. Fait que là, on a 2 éléments. On a déjà parlé de la transmission par le vent, qui pouvait se faire dans un rayon d'à peu près 110-120 mètres.
C'est ce qu'on connaît de la littérature, mais il faut comprendre aussi que la faune se déplace dans des périmètres. Parfois, les fermes sont connectées par des forêts, par des chemins de fer. Il y a vraiment des corridors naturels que la faune utilise pour se promener de ferme en ferme. Fait que c'est aussi cet élément-là. Si vous êtes à proximité d'une ferme infectée, c'est possible que vous soyez plus à risque parce que vous partagez une faune commune. Fait que c'est vraiment le message que je veux que vous reteniez, c'est pas la composante de vent qui est l'élément central. Puis finalement, ça a été un constat intéressant que les fermes qui étaient gérées par un gérant de ferme versus par le propriétaire, il y avait une augmentation du risque. Puis là, c'est drôle parce que quand je présente à des administrateurs en Ontario ou au Québec, c'est les producteurs qui se sont infectés. Fait que eux autres même sont pas nécessairement sur la ferme. Fait que tu sais, c'est ça. Le contrôle est peut-être différent, l'encadrement est peut-être différent, mais c'est à se poser comme question. C'est surtout la formation là, d'avoir une personne ressource fiable et qui reste dans le temps. Donc, finalement, on a produit cette affiche-là qui se voulait être un résumé des résultats de l'article qui est en préparation. Vous avez vu une ébauche dans le magazine Nouvelles de décembre. Puis, si vous lisez également le Canadian Poultry Magazine, il y a également eu l'affiche qui a été partagée dans l'édition de janvier. Fait que, tu sais, c'est ça, on commence à disséminer là, les résultats. Celle de l'affiche du Québec, là, il manquait un élément avec la proximité des fermes parce qu'on était en train de faire l'analyse quand on a fait l'entrevue. Fait que là, vous avez la version finale qui est celle-là. Là. Il y a du travail à faire pour que ça soit publiable sur notre site web. Ça, c'est un autre combat. Il y a une version finale qui va s'en venir un jour puis qui sera disponible sur le web, mais en attendant, j'ai des versions PDF que je peux vous partager. Donc, pourquoi cette étude-là est importante? Parce que quand on connaît le risque, on peut agir. Fait que c'est vraiment ça qui était le but, c'était d'identifier ces risques-là. On voit des tendances sur nos fermes infectées, mais là, en comparant avec les fermes qui s'infectent pas, c'est là qu'on peut être encore plus convaincant. Tu sais, il y a des producteurs qui veulent avoir des odds ratio, qui veulent savoir combien de fois sont plus à risque. C'est correct qu'on les a maintenant, les chiffres, on va pouvoir les publier, les partager. Donc, ces résultats-là devraient être utilisés pour comprendre le risque que chacun des producteurs vivent, puis poser des actions nécessaires, surtout dans la période de migration d'automne. Il y a une diminution du risque là, qui arrive durant l'été, mais ça reste qu'il y a des mesures qui doivent être corrigées, là, certainement. Puis je pense bien qu'il y a des transpositions possibles là, de produire du dindon ou de produire d'autres espèces qui pourraient avoir des facteurs de risque similaires. Tu sais, les concepts biologiques sont quand même là. Bon, les autres provinces ne pensent pas que les résultats sont transférables, fait qu'on on est en train d'en faire une autre étude pour les autres provinces, mais je pense que vous pouvez disséminer l'information pour que les producteurs puissent agir et corriger les situations. Donc, voici la liste de nos collaborateurs et du support financier qu'on a eu. Comme je vous disais, là, on va partir une étude cas témoin qui a commencé cette semaine. On va cibler Saskatchewan, Alberta puis Manitoba. Puis on va cibler du multi-espèces cette fois-ci. Ça va être une étude un petit peu différente. On s'est inspiré évidemment des résultats de cette étude-là pour bâtir notre questionnaire. Le questionnaire va être plus ciblé. On a ciblé 50 questions là, qui étaient vraiment des questions plus essentielles à aller vérifier. Avec cette étude-là, on espère que les producteurs vont participer. On commence ce projet-là. Des questions sur l'étude? Ça sent bon? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il est possible de poser des questions en ligne? Y a-t-il du monde en ligne qui... Ah, OK, c'est bon. OK. Parfait. Le dernier volet de ma présentation, pour passer après à celle de Cynthia, c'est les visites de ferme en Colombie-Britannique. Donc, je vous rapporte ici le nombre de fermes qui se sont infectées plus d'une fois dans les 4 dernières années. Puis là, on ne parle pas d'une ferme qui se réinfecte avec le même virus. Là, on parle d'une ferme qui, à chaque fois, c'est une nouvelle introduction. Ce n'est pas parce qu'il a mal lavé, désinfecté. Il a été réexposé d'année en année à ce virus-là. Donc, Colombie-Britannique, je ne vous ai pas détaillé les espèces parce qu'il y en a beaucoup trop, là.
Vous avez ici en Alberta, il y en a eu 9, en Saskatchewan, on en a 4, 2 au Manitoba, 2 en Ontario. On en a 6 au Québec, mais je vais juste faire un bémol parce que j'ai quand même inclus les faiblement pathogènes H5 qui ont été détectés l'année passée. Ils sont inclus là-dedans. Il y en avait une couple qui ont vécu du faiblement et du hautement pathogène. C'est un peu particulier aussi, mais c'est des productions qui ont été touchées. Puis, en fait, ce graphique-là, on pourrait maintenant en rajouter un au Québec, qui est une ferme de basse-cour, c'est la première ferme de basse-cour au Canada qui s'infecte pour une deuxième fois. Fait qu'une de cet automne, maintenant, fait partie de la liste. Bon, clairement, il y avait un enjeu à adresser en Colombie-Britannique. Donc, c'est là que la proposition est venue d'aller les voir. Donc, Cynthia et moi, on a demandé aux producteurs qui seraient volontaires pour recevoir une visite de ferme, d'avoir de la rétroaction sur leur dernière infection. Un peu le concept qu'on a mis en place au Québec depuis plusieurs années, puis qu'on a mis en place en Ontario l'année passée. Donc, il y a une quinzaine de fermes là, qui s'est porté volontaire, ce qui est peu, mais ce qui est un premier pas. Donc, on a quand même pu rencontrer les producteurs qui se portaient volontaires. On était là une dizaine de jours. On a également invité la province à se joindre à nos visites. Donc, quand le producteur était d'accord, il y a un vétérinaire de la province qui s'est joint. Il y a un auditeur de l'industrie qui s'est joint également à une visite, puis un des vétérinaires. Fait que, tu sais, on ouvrait la porte à avoir des accompagnateurs sur le site pour sécuriser le producteur. Les espèces qu'on a visitées étaient assez variées. On avait du poulet de chair. Bon, est-ce que vous connaissez la production de poulet taïwanais? Je pense que c'est juste spécifique à la Colombie-Britannique. Je n'ai pas vu ça dans d'autres provinces, mais bon, c'est une espèce particulière. Comment dire? C'est une espèce, pour le moment, qui ne font pas de sexage. Donc, les mâles et les femelles sont élevés ensemble. Puis, d'entrée de jeu, les femelles vont partir à l'abattoir 2 semaines avant l'inverse. Les mâles vont partir 2 semaines avant les femelles. Donc, ils font toujours du détassement. Fait que, tu sais, ils ont été durement touchés en Colombie-Britannique. Le secteur du canard a été également touché beaucoup. Donc, on a visité 4 canards de chair, 1 canard reproducteur, 3 dindons de chair, 3 pondeuses d'œufs de consommation, puis 1 reproducteur de poulet de chair. Donc, Cynthia et moi, on s'est séparé ça, on a fait les visites, donc on rencontrait le producteur, puis on commençait par lui partager l'analyse qu'on a fait, parce que, bon, il faut comprendre que les producteurs ne reçoivent pas de rétroaction dans les autres provinces. Donc, évidemment, la vallée du Fraser était notre endroit de prédilection. Donc, vous voyez ici la vallée. Là, pour ceux qui connaissent pas bien la région, c'est environ un 100 km dans une vallée entourée de montagnes. C'est magnifique comme endroit, mais c'est une zone inondable. En fait, c'était un ancien lac qui a été drainé, donc des terres très fertiles, mais où on voit des inondations à chaque année ou presque. Donc, c'est un secteur très difficile pour la production, non seulement au niveau de la météo, mais également pour la présence de la faune qui est constante. Donc, les points en mauve, ce sont les fermes qui se sont infectées pour la dernière fois à l'automne 2023. Donc, eux, leur infection date un petit peu, mais on leur a fourni de la rétroaction par rapport à cette infection-là. Puis, les points en bleuté, là, vert, c'est la dernière infection qui était à l'automne 2024. Donc, on a couvert la vallée pas mal en entier. Donc, chaque producteur recevait de l'information par rapport au virus qui s'est trouvé sur leur ferme, donc la génétique du virus, est-ce que c'est une introduction indépendante ou pas. En Colombie-Britannique, il y a très peu de choses indépendantes parce que c'est tellement petit comme périmètre que les variations génétiques entre les virus, il n'y en a pas beaucoup. Là. Fait que, les fermes ont toutes l'air d'être connectées ou presque, là. Mais on sait jamais si c'est de la transmission de ferme en ferme ou si c'est juste parce qu'ils sont dans un environnement super contaminé. Donc, l'information génétique a été partagée, mais on a également listé avec eux tous les liens épidémiologiques qu'on a trouvés. On a partagé le retraçage des fermes qui étaient génétiquement reliées avec eux. On a identifié les facteurs de risque potentiels, les voies d'exposition. Puis, on a ensuite procédé à la visite de ferme. Puis là, ça a été largement documenté. Là, on prenait des photos, on a décrit les procédures. C'était vraiment une discussion ouverte avec eux pour qu'on puisse comprendre leurs pratiques. Puis à la suite de ça, faire des recommandations. Donc, les producteurs se sont évidemment, ils ont été très intéressés par l'information. C'est comme je disais, l'information habituellement n'est pas partagée avec les producteurs. En tout cas, moi, je considère que c'est
c'est un enjeu, mais c'est comment faire cette rétroaction-là. Donc, on est en train de corriger la situation pour au moins leur partager un sommaire de l'analyse, parce que toutes les fermes sont analysées, mais après ça, comment on retransmet l'information aux producteurs quand ils sont des centaines, c'est ça le défi. Puis, en fait, c'est ça, comme je disais, ça a vraiment démontré la nécessité là, d'avoir ce mécanisme de rétroaction-là. Comment un producteur peut corriger la situation si c'est pas ce qui est arrivé sur sa ferme? Pour moi, c'est un non-sens. Donc, d'entrée de jeu, les producteurs étaient un petit peu fermés, mais à mesure qu'on partageait de l'information, ça a détendu l'atmosphère. L'idée, c'était pas d'aller pointer du doigt ou de les prendre en défaut. C'était vraiment plus de comprendre puis de comprendre. Donc, ils se sont avérés très amicaux, ouverts, réceptifs. On a reçu énormément d'informations. La plupart ont mis en place des changements. Dans ceux qu'on a visités, il y en a 2 qui se sont réinfectés l'année suivante. Fait qu'on les a questionnés sur quelles mesures avaient été mises en place ou pas. Il y en a un que je peux dire que il a twisté un petit peu nos recommandations. T'sais, on avait beaucoup recommandé de séparation, puis finalement, il a décidé d'aller vers de la décontamination. Fait que ça semble pas avoir fonctionné. Donc, les voies d'exposition qu'on avait suspectées étaient pas mal en ligne avec ce qu'on a vu sur les fermes. Fait qu'il y avait des enjeux avec les procédures d'entrée, la gestion de la litière, la collecte des œufs, les envois à l'abattoir, la gestion des mortalités, la gestion du fumier. C'est vraiment les sujets récurrents. C'est vraiment ces volets-là qui sont problématiques quand l'influenza rentre dans une ferme. Fait que ce que je vais faire, je vais les reprendre une par une puis vous donner des exemples de ce qui a été vu, puis ce qui a été considéré comme du plus haut risque vers le plus bas risque. Donc, si on commence avec les procédures d'entrée, ça c'est applicable à toutes les espèces qu'on a visitées. On en a vu qu'il y avait des bottes dédiées à la ferme et non des bottes dédiées au bâtiment. Donc, ils changent de bottes quand ils rentrent sur leur ferme, mais ils changent pas de bottes pour rentrer dans les bâtiments. Puis ça, c'est pas spécifique à la Colombie-Britannique. J'en ai vu en Ontario aussi qui avait ce même concept-là. On le sait que ça fonctionne pas. Là. Je pense que le concept de « je veux me protéger des autres », c'était ça que les producteurs avaient en tête, mais quand le risque est sur le site puis dans ton environnement, ça prend un changement de botte à l'entrée des bâtiments. Il y en avait plusieurs qui avaient des entrées, mais qui n'avaient pas de délimitation. Donc, c'est un changement de botte qui se fait un peu de façon aléatoire dans l'entrée, fait que les possibilités de contamination croisée à ce moment-là sont élevées. Il y en avait qui avaient des lignes rouges. Vous voyez des exemples ici, quelques mesures de protection. Puis, tu sais, c'est ça, la ligne rouge, présentement, c'est le standard de l'industrie. Ça va être avoué, appelé à être changé. Là. Je pense que les discussions sont enfin amorcées. Donc, il va y avoir des barrières physiques qui vont être demandées par l'industrie. Donc, c'est à venir. Ça va être souhaitable parce que ça facilite grandement l'intégrité des zones puis le changement de botte. Mais il y en avait quand même qui avaient des bonnes entrées avec des bancs où est-ce qu'on pouvait s'asseoir puis appliquer les mesures. Mais des fois, c'était fascinant parce que tu rentres, puis là, il y a une belle armoire du côté contaminé, où est-ce que c'est là qu'il y a le lavage des mains, que les survêtements propres. Je dis, mais ton armoire est pas du bon bord. Tout ce qui est propre devrait être du côté propre. Fait que des fois, il y avait juste des affaires comme ça de base que c'était facile à changer. Là. Je fais juste changer ton armoire de bord. Beaucoup d'utilisation de désinfectants, c'est omniprésent, c'est une solution miracle. Fait que je vais pas revenir nécessairement là-dessus, mais tu sais, les temps de contact étaient pas respectés. Des fois, la bonbonne de mélange était à l'extérieur, donc exposée au soleil. Tu sais, ça fonctionne pas. Là. Ça fonctionne pas. Oh, on dirait qu'il est gelé. OK. La deuxième portion, c'est l'ajout de litière. Fait que ça, c'est un petit peu plus spécifique au canard puis au dindon. Je vous ai identifié les éléments où est-ce qu'on a trouvé que c'était un facteur de risque significatif. Donc, celui-là est un facteur de risque significatif. Fait qu'on s'est évidemment intéressé à cet aspect-là. Donc, on a vu toutes sortes de choses. L'entreposage ouvert, comme vous avez sur la photo. Donc, souvent, c'est des grandes sheds là, qui sont construites où est-ce qu'il y a le fumier d'un bord, il y a un mur de béton, puis de l'autre côté, c'est la litière propre. Ça fait beaucoup de contamination croisée à ce niveau-là.
Parfois, étaient protégés, mais à l'extérieur des bâtiments d'élevage, étaient protégés à l'intérieur des bâtiments d'élevage ou étaient à l'intérieur de chacun des bâtiments d'élevage. Fait que ça, la façon de l'entreposer va avoir un impact sur comment elle est transportée. S'il y a de l'entreposage qui est fait dans chacun des bâtiments, ben à ce moment-là, elle n'est pas exposée à l'extérieur puis elle n'est pas transportée, c'est beaucoup plus facile à gérer. Évidemment, ça prend un espace de stockage, mais ça reste quand même la façon la plus facile de gérer le risque. Puis, il y a quand même des producteurs qui en entreposent pas. Fait que, probablement qu'ils gèrent l'humidité de leur litière de façon différente en n'ajoutant pas de la litière. Fait que c'est possible de le faire aussi. La façon d'ajouter de la litière, ça aussi, on a vu toutes sortes de choses. Donc, le tracteur qui conduit à l'intérieur, à l'extérieur des bâtiments. Fait que là, les roues deviennent un problème. Il y en a certains qui essayaient de laver, désinfecter la dalle de béton. Ça marche pas super bien, là. En hiver, c'est impossible de faire ça de toute façon. Parfois, le tracteur arrivait proche de la porte de garage, puis il y a juste la pile qui dompait à l'intérieur du bâtiment. Fait que ça, c'est une façon probablement mieux de le faire. Puis parfois, l'équipement restait à l'intérieur des bâtiments puis sortait jamais. Fait que ça aussi, évidemment, que ça expose pas le matériel qui est utilisé pour faire la distribution de la litière. Au niveau de la collecte des œufs, donc là, on parle des poules pondeuses, des reproducteurs. Ça, je vous dirais, c'est là, je pense, j'ai eu le plus de surprises de comment c'était géré. Le concept de garder l'endroit où les œufs sont gérés, classés, c'est toujours considéré comme une zone contaminée. Moi, je suis pas d'accord avec ce concept-là. Je préfère qu'il y ait des mesures à l'entrée puis que toute cette zone-là soit propre. Mais eux, ils faisaient plutôt des changements ou des changements partiels. Ah, lui, il va pas dans les poulaillers, fait que là, l'endroit-là, on changera pas de bottes. Mais là, lui, il va avec les poules, elle va avec les oiseaux, fait qu'on va changer de bottes. C'était comme un endroit avec un statut incertain, ces zones-là. Fait que pour la collecte des œufs, c'était aussi particulier. Tu sais, il y en a qui séparent le sas d'entrée, puis il n'y a pas de changement de bottes, il n'y a rien qui est demandé au camionneur qui vient chercher les œufs. Il y en a que c'est aussi dans le sas d'entrée, mais là, les bottes de plastique, les salopettes, il y a des choses qui sont demandées. Ce qui semble être pour moi le gold standard, ça serait vraiment d'avoir une porte dédiée où les œufs sont entreposés dans le frigo ou dans l'endroit où c'est entreposé. C'est un peu ce qu'on voit sur la photo. Donc, quand la porte est dédiée, le gars n'a pas besoin de se promener partout dans un endroit où tout le monde passe. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a des éléments à recadrer à ce niveau-là pour la collecte des œufs. Ce qu'on a vu comme meilleure pratique, c'était vraiment de laver, désinfecter la salle d'entreposage un coup que c'était vidé. Fait que ça évitait, s'il y avait eu des contaminations croisées à ce moment-là, on s'assure qu'on repart dans du propre. Pour l'envoi à l'abattoir, ça aussi, il y a eu des grosses surprises. Ça s'applique à toutes les espèces. La gestion des cajots était bizarre. Ça concerne peut-être plus les plus petits transformateurs. Mais ce qu'on a vu, c'est que des fois, les cajots étaient livrés d'avance sur des sites. Moi, j'ai pas vu ça ailleurs. Je sais, en tout cas, corrigez-moi si je me trompe, là, mais moi, j'ai pas vu ça ailleurs. Les cajots livrés, puis là, ils restaient dehors pendant 2-3 jours. Puis là, les attrapeurs arrivaient, puis là, les cajots rentraient dans les bâtiments. Ces cajots-là sont pas propres, là. Puis là, s'il reste des cajots, ces cajots-là s'en vont sur une autre ferme après. J'ai été étonnée de la façon que les cajots étaient gérés. Tu sais, normalement, moi, ce qu'on voit, c'est que les cajots arrivent sa remorque, puis on les utilise au moment de l'attrapage, puis ça repart, tu sais. Fait que le fait que ça soit entreposé à l'extérieur pendant un certain temps dans le contexte de la vallée du Fraser en automne, c'est pas une bonne nouvelle. Pour la gestion de l'envoi, là, on a plusieurs risques qui est vraiment aligné avec ce qu'on a vu avec les autres provinces, là. Ceux qui font du détassement, on considère que c'est plus à risque. Ceux qui font de l'envoi fractionné sur plus que 2 jours, selon les espèces, ça peut être assez de temps pour développer les signes cliniques. Des envois fractionnés sur moins de 2 jours, puis finalement, ceux qui font un tout vide. C'est ça qui est le plus protecteur. Puis là, ce qui était demandé pour les attrapeurs, ça variait d'une ferme à l'autre. Souvent, il y avait des mesures de protection qui étaient demandées. Puis, surtout pour ceux qui avaient des bâtiments multi-âges, la meilleure pratique qu'on a vue, c'était de laver, désinfecter leur sas quand les attrapeurs s'en vont. Parce que là, il y a une section qui est vidée, l'autre section est encore en cours, il y a une entrée commune.
Puis là, oui, les attrapeurs l'ont utilisé, sont rentrés sortis. Fait que cet endroit-là devient une zone contaminée qui va être à décontaminer. Ah non. Ouais. Je m'excuse, je dois te demander combien il te reste de diapos? Je sais pas, je suis dans mon temps. Il m'en reste 3. C'est correct? Je suis en train de déborder? J'ai jusqu'à quelle heure? Je préviens, hein, mais tu sais, parce que ça dépend de combien de temps tu prends pour l'autre présentation. Oh, 5 minutes pour la vaccination, ça va être facile. OK. Oui, c'est ça. Ah, OK, je me dépasse. Je voulais pas le dire, mais... J'ai presque fini. Il me reste gestion des mortalités, gestion du fumier. Fait que gestion des mortalités, ça a été assez fascinant. Le gérant de ferme qui m'explique comment il sort les morts, puis il prend la porte au bout du poulailler, puis il sort avec sa chaudière, puis il s'en va dans la pile à compost. Je suis comme, tu sors dehors? Ben oui. OK. C'est parce que t'as tes bottes. Ah! Il avait pas réalisé. J'ai mes bottes. OK. À tous les jours, tu fais ça. C'était quelque chose. Sinon, les seaux qui peuvent se promener de bâtiment en bâtiment, aller au site d'élimination, des seaux qui peuvent être dédiés. Il y a quelque chose avec les seaux. Il faut revoir la façon de gérer les seaux. Là, ça fonctionne pas super bien. Si les seaux se promènent de bâtiment en bâtiment, c'est parce qu'ils vont dehors, puis après ça, ils s'en vont dans le pile à compost. C'est beaucoup de possibilités de contamination croisée. Pour... comment? Non, quand même, j'irai pas là. L'élimination des mortalités, ça, je dirais que c'est quand même pas si pire dans la vallée du Fraser. Il y a eu beaucoup d'investissements de la province pour avoir des composteurs fermés. Là, vous avez des exemples, ces photos, c'est beau. Là, c'est vraiment une belle façon de gérer les carcasses. C'est pas du tout accessible à la faune. C'est quand même assez impressionnant. Il y en a certains qui ont des amas de fumier protégés pour faire du compost. Puis, il y en a encore là, qui ont des trucs ouverts, là, comme les photos que je vous ai montrées, où est-ce qu'il y a l'entreposage de litière à côté de la chute de fumier. Puis finalement, pour le fumier, ce qu'on a vu qui était plus à risque, c'est d'avoir des amas proches des bâtiments, un peu comme vous voyez là, qui vont être attractifs à la faune. Il y en a certains qui vont la protéger dans une shed, un entreposage, mais sinon, la meilleure pratique, c'est vraiment le retrait immédiat. Fait que de coordonner avec la personne qui va venir le ramasser. Fait que ça a été discuté avec l'industrie de voir s'il y a un potentiel de se coordonner un petit peu plus pendant la période de migration. Tu sais, il y en a certains qui vont entreposer, par exemple, dans les poules pondeuses, ils vont entreposer pendant un certain temps avant de vider la chaîne à fumier. Peut-être qu'on pourrait la vider à un autre moment que durant l'automne. Tu sais, quand vous êtes début septembre, là, il fait chaud, c'est le temps, là. Videz-la, puis là, gardez votre fumier pendant toute l'automne, puis revidez-la cet hiver quand le risque va être moins élevé. Il y a vraiment beaucoup de fermes, en particulier de poules pondeuses, qui ont fait un vidange de shed avant l'infection. C'est commun là, comme pratique. Fait que finalement, ces visites-là ont été, je pense, très bénéfiques. Ça nous a permis de mieux comprendre nous, mais également d'avoir les discussions avec les producteurs, de pouvoir les démontrer les procédures, parce que les producteurs étaient en production. Fait que ça, c'est toujours le fun d'aller visiter pendant qu'il y a des oiseaux. Là, on voit vraiment les vraies affaires. Puis on a pu, brainstormer avec les producteurs pour qu'ils puissent trouver des solutions qui sont faisables. On voulait que, es-tu prêt à faire ça? Es-tu prêt à faire ces changements-là? Puis, d'avoir les discussions, je pense que c'est ça qui est souhaitable, que les producteurs puissent adopter les mesures qui sont pratiques pour eux. Fait qu'il y a clairement un besoin d'accompagnement dans certaines provinces. L'industrie du Québec, l'Ontario, c'est des grosses industries. Vous avez beaucoup d'intervenants, de techniciens, il y a beaucoup de support. Je pense que c'est pas le cas dans les autres provinces nécessairement. C'est relativement une petite industrie. Je pense pas qu'ils sont autant accompagnés que ce qu'on voit dans d'autres provinces comme ici. Puis finalement, ça a ouvert la porte des discussions avec les fédérations nationales parce que il y a des outils à la ferme avec les programmes de salubrité. Il y a des besoins de les mettre à jour. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été mis à jour. Puis il y a certainement des pratiques qu'on a observées qui devraient être corrigées et rendues obligatoires et non recommandées, ou que les auditeurs ne peuvent pas agir sur certaines pratiques. Fait que c'est des discussions en cours avec les fédérations. Des questions? Tu veux donner le micro? Daniel, après.
Tu fais une recommandation de changer les temps d'épandage de fumier, mais il y a une réglementation aussi sur quand les producteurs peuvent l'étendre au champ. Comment tu fais pour concilier les deux? Et ça, c'est du cas par cas. En Colombie-Britannique, là, la majorité des producteurs de volailles vendent leurs affaires à soit des producteurs maraîchals ou bien les producteurs laitiers, là, qui, eux, détiennent les terres. Fait que c'est une question de coordination, là, de voir à quel moment ça peut se faire ou pas. Mais s'il y a une possibilité de stocker et de pas vider l'automne dans des périodes plus critiques ou de le vider avant, c'est souhaitable. Fait que je pense que c'est faisable dans certains cas, mais je suis d'accord avec toi, là, il y a quand même des épandages qui doivent se faire éventuellement. Mais je parle plus de ceux qui stockent comme les poules pondeuses, puis qui sont pas dans l'obligation de le vider aussi régulièrement que quelqu'un qui vide un poulailler, par exemple. Merci. L'exemple que vous avez donné sur la vallée de Fraser, toutes ces fermes-là, ils avaient accès pour l'extérieur ou pas? Est-ce qu'ils étaient confinés ou pas? Oui, les oiseaux étaient tous à l'intérieur. Oui, on en voit de moins en moins. Il y a des périodes où est-ce qu'ils vont permettre aux oiseaux d'aller à l'extérieur, mais qui n'est pas pendant l'automne. Donc il y a une loi qui les oblige de les garder à l'intérieur ou... Je reviens à la même question pour ici. Ouais, je veux pas aller trop loin, ça serait au niveau de la réglementation provinciale. Là. Moi, là, j'ai ajouté que c'est le 15 septembre cette année. Il fallait que les oiseaux soient à l'intérieur.